pas entendu. Non, c'est bon, ça dure un quart d'heure, je peux mourir. Sur scène. Molière. Quand même. Je suis un descendant de Molière, faut le savoir ça. Oui, dans ma tête, absolument. J'ai le droit. Ah, ça va être dur, j'ai très mal au dos. Hein. Je vais souvent m'accouder là, mais je peux pas rester. J'aime bien emmerder le monde. Non, tu vois, parce que tu l'avais fait, j'étais déjà comme ça. Ouais. Ton visage me rappelle un visage. Ça y est, je sais. Cette actrice espagnole. Comment ça s'appelle? Non, l'autre là. Comment elle s'appelle cette actrice? Très sympathique. Bon, qui est même âgée, tu le ressens, mais elle était jeune. C'est bon pour moi? Non, c'est pas elle. Bonjour à toutes et tous, et on est de retour sous l'escalier d'honneur de l'Hôtel de Ville de Lyon pour notre web télé live à Quai du Polar. Vous qui êtes sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à poser vos questions, car en fin d'interview, Patrice Guiraud pourra y répondre. Alors, donc, spoiler, nous sommes avec Patrice Guiraud. Bonjour. Bonjour. Alors, nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui. Vous êtes auteur de polar dit Noir Azur. On aura l'occasion d'en reparler. Des romans qui portent en eux cette spécificité de l'insularité pacifique. C'est ce qu'il y a à la fin du roman. Vous venez nous présenter, entre autres, Les Disparus de Pukatapu ou Pukatapu? Pukatapu, parce que le U se prononce en OU, ça fait Pukatapu. D'accord, Pukatapu qui est paru chez Robert Laffont en grand format et qui est paru en avril dernier aux éditions Pocket. Voilà. Alors, c'est un plaisir de vous accueillir. Merci. Quelques mots sur l'intrigue des Disparus de Pukatapu. Ouais. On y suit Lilith, ou Lilith. Lilith, ben voilà. Photographe et Maëma, journaliste à la Dépêche de Papeete, qui sont partis effectuer un reportage sur les conséquences du réchauffement climatique dans cet atoll de Pukatapu, en Polynésie française. Et là, dès les premières pages, Lilith trouve une main coupée, sauf que personne n'est disparu, n'est porté disparu, en tout cas sur l'île. Et là, on va vivre en communauté, on va vivre coupé du monde. C'est presque un huis clos. C'est un huis clos. Oui. C'est un huis clos sur un atoll. Est-ce que c'est un bon résumé pour l'instant? Totalement. Moi, j'écoute, c'est parfait. Hein. Donc, écrire un huis clos dans les atolls, est-ce que c'était un défi personnel? Non, pas un défi personnel, une envie certainement, parce que c'est un peu une réalité. Il y a quand même des atolls qui sont isolés, qui sont loin de tout, et les gens y vivent. Donc après, le fait d'introduire dans ce type d'univers un peu fermé sur lui-même des intrigues et il faut du noir et du polar, ça par contre, oui, c'est à cause de moi. Alors, dans Les Disparus de Pukatapu, vous reprenez les personnages du Bûcher de Moorea, qui était votre précédent roman, qui avait d'ailleurs été sélectionné pour le prix Nouvelle Voix du Polar 2020. Ce qui est très sympa, et moi ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que ces personnages qui sont Lilith et Mamea, c'est ça. Et on s'y attache, même si on commence la lecture par ce deuxième roman. C'était bien aussi pour vous de se dire, voilà, c'est des personnages que je vais mettre sur plusieurs romans, mais qui vont avoir cette possibilité. Pardon. Où on va avoir une possibilité de les lire indépendamment et de s'attacher pareillement aux... C'est exactement ça. Moi, j'aime bien ces deux personnages, ce sont deux femmes, et je trouve que la position des femmes dans le polar n'est pas toujours laissée ou être ce qu'elle devrait être. Donc là, je suis content d'avoir deux personnages féminins qui ont une liberté de penser, une liberté d'action, une liberté sexuelle, une aisance dans la société qui me plaît bien.
Et après, elles vivront des aventures un peu différentes, parce que, en fait, globalement, le cadre, je vais le garder. Je reste en Polynésie, je reste dans cet univers-là qui est celui de ma vie. Et ces deux personnages sont assez représentatifs d'une certaine image de la femme, en tout cas. Et oui, j'ai l'intention de les conserver, de conserver le lieu et ces personnages-là. Et évidemment, avec ces personnages secondaires qui les concernent directement. Lilith a été élevée par son oncle Raymond. Et donc l'oncle Raymond restera lui aussi comme un personnage récurrent. Il y a des personnages qui ne bougeront pas, sauf le rédacteur de la dépêche, il peut être viré et on va le remplacer, mais bon, ça s'arrête à ça, quoi. Donc oui, c'est des romans, je veux qu'ils soient lisibles indépendamment les uns des autres, parce que c'est un plaisir aussi de prendre un bouquin et de le commencer sans être tenu, de commencer par le premier de la série, quoi. Voilà. Ce qui est bien avec ces personnages aussi, en tout cas c'est mon avis, c'est que vous êtes dans un polar qui n'est pas forcément dans l'urgence, parce qu'on aura peut-être l'occasion d'y revenir, mais la vie sur les atolls, on n'est pas là à foncer sur le premier téléphone portable qu'on prend pour signaler une disparition. Et effectivement, il y a des moments de creux où du coup ces deux femmes, puisque c'est un duo féminin, c'est vrai que dans les polars il y a des femmes, mais souvent leur acolyte est masculin. Prennent le temps de se parler de la vie, de se parler d'énormément de choses. Et du coup, vous, ce quotidien, vous l'avez injecté comme ça dans une intrigue policière. Oui, parce que je trouve, je trouve intéressant de voir comment évoluent les individus. Et je crois beaucoup à l'incidence de l'environnement sur le comportement et le caractère des gens. C'est-à-dire, on n'est pas les mêmes selon qu'on vive sans bouger dans un village, par exemple, ou dans une grande ville, qu'on vive éloigné dans la campagne, ou qu'on vive dans un chalet à la montagne, qu'on vive sur une île ou sur le continent. Ça a une incidence et une influence forte sur la pensée, sur les comportements et la vision du monde. Et ces femmes, pour moi, elles sont un peu mes porte-parole quelque part quant au vécu de l'insularité, de la différence aussi. Parce qu'il y en a une des deux qui assume très bien son identité et l'autre qui se cherche un peu. C'est une demi, Lilith, c'est une demi qui a des racines polynésiennes et qui a du sang aussi européen dans les veines. Et elle cherche son positionnement entre sa culture, en tout cas. C'est un peu compliqué parce qu'elle a grandi dans ce pays-là, donc il lui appartient ce pays-là. Mais quelque part, il y a quelque chose qui ne lui appartient pas, qui vient d'ailleurs. Et donc elle se pose la question de savoir si elle doit rejoindre ses racines vraiment ou accepter d'être une femme de son siècle. Voilà, tout bonnement. Alors je vous disais que c'est pas le même rythme effectivement, parce que Non. pas de smartphone au jour où tout tourne autour d'un smartphone, on en est dépourvu, et aussi parce que du coup c'est pas les mêmes interactions sociales. Là dans l'atoll, tout tourne autour, en tout cas au début, du chef du village, Kumi Kumi, du coup, et de l'autre figure d'autorité qui est le père Holtz. Il y avait aussi une envie de dénoncer l'autorité. Il y a toujours un peu dans le polar une envie de dénoncer quelque chose, d'avoir un peu un regard sociétal sur les comportements, sur les pouvoirs, sur les dominations, sur comment se fait-il que dès qu'on a un groupe, quel qu'il soit, même là où ils ne sont pas nombreux, il y a une hiérarchie qui se met en place. Il y a toujours un chef qui se désigne ou qui est désigné. On a tous des comportements un petit peu de meute. Et voilà, donc oui, c'est intéressant de voir comment ça se produit et comment les conflits de pouvoir se mettent en place assez vite entre les gens, quoi. Et puis ils peuvent durer des années en plus. Donc la dénonciation de l'autorité, ça peut être un thème, mais il y en a d'autres. Pour vous, oui. C'est lequel le thème principal, celui qui porte votre écriture dans Les Disparus de Puta Takapau. C'est compliqué à dire. Et d'une manière générale, dans l'ensemble de vos romans, vous avez un thème fil rouge? Alors, j'ai plusieurs thèmes fil rouge, parce que je trouve que le monde est complexe et qu'on assiste à tant de choses qu'on a envie de raconter, qu'en fait, il y a des fils rouges différents selon les romans qu'on peut écrire. Dans celui-ci, c'est vraiment cette implication d'une société sur une autre, cette intrusion dans un mode de vie par un autre mode de vie, et les conséquences que ça peut entraîner et qu'on ne réalise pas vraiment. C'est un petit peu comme si on foulait un parterre de fleurs en étant tout content, en disant « Ah, qu'elles sont belles, on marche !» Et puis d'un moment, on a écrasé toutes les fleurs, il n'y a plus rien. Et c'est un petit peu ça aussi mon fil rouge, c'est faire attention où on met les pieds quand on va là où on n'est pas chez soi.
Parce que la nature est effectivement aussi présente dans ce polar, très présente. Ouais. Dans l'enquête de Lydie Semaema aussi. Il y a parallèlement à cette histoire et parallèlement à cette enquête, donc qui je rappelle c'est une main coupée, et donc on a une journaliste et une photographe qui vont s'intéresser à découvrir la vérité, une vérité que les autres veulent peut-être pas qu'elle découvre. Et parallèlement on a une histoire dans un hôpital militaire, un hôpital scientifique qui enquête sur les impacts radiologiques de radioactivité. De radioactivité. Il y a eu beaucoup d'essais nucléaires en Polynésie française. Vous qui habitez à Tahiti, c'est quelque chose où les gens vivent quotidiennement avec... Alors il y a eu quand même la grande période du mensonge sur les essais nucléaires. On a fait croire aux gens qu'en fait ils étaient inoffensifs, qu'il n'y avait pas de retombées, qu'on connaissait les vents, ce qui est totalement faux, quoi. Il y a eu des retombées partout. Il y a eu des bombes qui ont explosé en aérien, des bombes qui ont explosé en sous-marin. On a fissuré des atolls, la protection qui était faite pour les gens était ridicule. Moi j'ai des expériences personnelles sur cette époque-là. À l'époque je faisais mon service militaire, donc j'étais à Hao, et on nettoyait les vautours. Ce sont des avions qui allaient dans les nuages radioactifs faire des prélèvements. Et en fait il y avait beaucoup de jeunes appelés qui étaient là. Et le nettoyage des vautours, le nettoyage des avions se faisait à l'eau et au jet d'eau. Et c'était des jeunes appelés qui le faisaient sans protection aucune. Et je me souviens avoir été hospitalisé pour d'autres raisons et avoir eu à côté de moi un jeune camarade qui s'était ouvert le doigt en glissant sur l'aile du vautour avec le métal du volet, mais qui perdait son doigt, mais qui avait été touché par la radioactivité, et il l'ignorait totalement, quoi. Donc il y a eu d'abord cette période du mensonge où les gens qui sont plutôt bons enfants et qui n'ont pas d'arrière-pensée ont laissé faire, certainement pour des raisons économiques également au niveau du gouvernement local. Et en même temps, je pense qu'il y a aussi des gens qui venaient de France qui ont été touchés par cette radioactivité à leur insu, hein, même des gens qui étaient pro-essai nucléaire. Donc c'est quelque chose de très laid, de moche, très moche, où la responsabilité des décideurs, c'est toujours pareil, quoi. Le général, il va pas sur le champ de bataille. Les mecs ont décidé à Paris de faire péter des bombes là-bas, ils n'y étaient pas. C'était d'autres gens qui étaient là. Et il ne faut pas oublier que la radioactivité, elle dure sur des années, et qu'aujourd'hui encore, il y a des descendants, des gens qui sont morts dans le silence par des cancers faut qu'on appelle ça les glandes qu'on a là, aidez-moi un petit peu. Thyroïde, voilà. Des cancers de la thyroïde, il y en a eu énormément. Donc, depuis quelques années, il y a les derniers témoins, les derniers rescapés de cette époque, parce que ça date quand même, ça commence à dater, ils sont vieux, qui essaient de faire valoir cette agression quelque part. Alors, on ne va pas désigner, c'est à cause de lui, de fêter quand même que c'est un pays qui a subi ce traumatisme. Et en échange, il n'y a pas eu grand-chose, quoi. Donc oui, aujourd'hui encore, le problème de la radioactivité en Polynésie reste une actualité. On s'éloigne du polar. On s'éloigne un peu du polar, mais pas tant que ça, parce que c'est vrai que l'anecdote pas du tout, la tranche de vie que vous venez de témoigner, qui est le fait de laver des avions à l'eau, avions radioactifs, c'est arrivé dans votre polar au père d'un des personnages de l'atoll. Comment vous avez comme ça mis des tranches de votre vie dans le polar Parce qu'il n'y a pas meilleure source que soi-même, déjà. Donc je commence à avoir un peu de vécu, donc effectivement j'ai des anecdotes vécues et qui parfois me servent pour les injecter comme des vérités, puis qui sont des vérités quand même à adapter dans mes polars. Il y en a d'autres, hein, mais bon, celle-ci, effectivement, elle a été retranscrite de manière un peu différente, mais c'est une réalité. Fangatafu, il faut protéger les gens. Le hangar de protection, quand ils faisaient des essais aériens, c'était tout bonnement une espèce de hangar avec un tuyau en métal, en cuivre, qui faisait le tour du hangar. Il était percé, et puis on mettait les gens à l'abri, c'est-à-dire qu'on ouvrait les robinets, on faisait couler un rideau de pluie, et les gens étaient protégés d'éventuelles radiations. C'est quand même hors norme, quoi, hein. Et énorme.
Mais bon, voilà. Alors, vie privée, vie d'écrivain, Lilith et Mamea qui sont quand même ultra attachantes, encore une fois. Est-ce qu'il y a une inspiration réelle derrière ces femmes? Ben, je pense qu'elles sont la somme de plusieurs femmes différentes. Il y a des individus, des gens comme ça, qui ont des particularités qui sont attachants. Et du coup, en prenant plusieurs particularités et en faisant un profil avec l'ensemble, on a des personnages auxquels on s'attache énormément, en tout cas en tant qu'auteur, parce qu'on y a mis tout ce qu'on a aimé chez différentes personnes qu'on a rencontrées, quoi. Donc il y a une espèce de condensé de choses qu'on aime, ou qu'on aime entendre, qu'on aime voir, de positionnement aussi. Donc c'est ça, c'est une somme de femmes. On a parlé tout à l'heure de polar noir azur, de polar dans les atolls. C'est important pour vous de porter cette voix? Non, moi je porte la voix de personne. Moi, c'est pas important. Non, c'est juste parce que c'est un petit peu différent enfin différent. C'est un polar noir azur parce que malgré tout, c'est azur, c'est bleu de partout là-bas. C'est quand même un pays qui est magnifique. Alors effectivement, je donne un aperçu un peu sombre d'une certaine vérité dans le pays, mais à côté de ça, c'est un pays merveilleux. Et l'azur, c'est bleu. C'est pas les peintres qui ont inventé le bleu, hein, c'est certainement la mer et le ciel. Et là-bas, on a une palette fantastique. Donc le noir azur, ça me paraissait une jolie idée. Je ne sais pas si c'est une bonne idée, mais c'est une jolie idée. Vous le décrivez très bien d'ailleurs, le paysage. C'est vrai que on n'a pas envie de dire forcément c'est une invitation au voyage parce que c'est un peu peut-être surfait, mais c'est vrai que ces atolls, c'est vraiment un cadre très différent et c'est vraiment aussi une culture différente qu'on ne voit pas partout, quoi. Dès qu'on met un cadre qui a des règles et qui va régir le fonctionnement de l'histoire, on est tenu par ces règles-là. Si on prend un atoll qui est paumé, où il n'y a pas de contact pendant des mois avec l'extérieur, il est certain qu'à l'intérieur, on règle les problèmes d'une manière différente. Le problème de l'électricité, le problème de la consommation d'essence pour les uns pour les autres, le collectif, la notion du collectif, tout ça, on l'impose dès le départ quand on choisit ce lieu pour écrire une histoire. Donc on est tenu, et c'est bien ce que vous disiez tout à l'heure sur le smartphone. Il n'y a pas de smartphone. Il y a une radio BLU et elle fonctionne ou elle ne fonctionne pas. Et si elle ne fonctionne pas, il faut attendre que les pièces arrivent. Donc il faut attendre que le bateau arrive. Donc on ne peut pas demander secours si on a un problème quelconque. S'il y a une appendicite, s'il y a quoi que ce soit, il faut qu'on se débrouille sur place, quoi. Donc il y a la science des gens qui ont vécu pendant des siècles là et qui ont un rapport à la médecine qui leur appartient, qui va supplanter la médecine que nous on estime être la bonne. Et donc c'est forcément des règles contraignantes, c'est une contrainte sur l'écriture, mais qui est passionnante aussi, quoi, parce que ça permet en même temps de retomber dans un passé du polar où il n'y avait pas tous ces moyens techniques qui deviennent de plus en plus compliqués pour raconter une histoire. C'est-à-dire qu'il faut avoir de plus en plus de connaissances sur les méthodes scientifiques pour être crédible dans son histoire. Alors quand on se passe de tout ça, on est dans l'humain, dans la matière brute de l'humain, et c'est plus intéressant à écrire. Ok. Super. On arrive bientôt au terme de cette interview. On a un petit jeu chez nous qui consiste à donner 3 bonnes raisons de lire son propre ouvrage. Alors je pense que tout au long de l'interview, on en a cité un bon nombre. J'adore. Est-ce que vous pourriez vous donner 3 bonnes raisons de vous lire? 3 bonnes raisons de me lire? De lire en tout cas Les Disparus de Pouta-Coucou. Merde, j'y arriverai jamais. Voilà, déjà c'en est une. Jamais. Ça permet d'articuler. Pouka-Tapou. Voilà, ça c'est déjà une première raison, c'est que c'est imprononçable. Donc si on ne le lit pas, on ne peut pas comprendre. La deuxième raison, s'il en faut une deuxième, il n'y en a pas. Quant à la troisième, qui est un peu plus complexe que la deuxième, il n'y en a aucune. Ok, super. Je vais compléter peut-être de dire, effectivement, ces personnages féminins. Voilà. Oui, quand même. Non, mais on est très mauvais, nous, pour dire ce qui est bien dans ce qu'on fait, quoi. C'est des questions un peu difficiles, se mettre en avant, en disant oui, il faut le lire parce que j'ai fait ceci, parce que j'ai fait ça. Non, c'est compliqué. Maintenant, quelqu'un qui l'a lu et qui l'a aimé peut dire, voilà. Donc c'est plutôt, alors, quelles sont les raisons que vous avez de lire mon livre?
Alors moi je dirais en un effectivement ce duo de personnages et ces moments où elles peuvent vraiment se parler. Voilà. En deux les atolls et les faits que ce soit un huis clos dans un atoll parce que ça c'est très intéressant. Et en trois moi j'ai vraiment aimé ce côté justement temps différent et puis apprendre qu'on ne peut pas courir sous le soleil, c'est quelque chose que j'ai beaucoup parlé, j'en ai beaucoup parlé autour de moi quand j'ai parlé de votre ouvrage, on ne peut pas courir sous le soleil, donc si on trouve un corps, on y va en marchant pour signaler qu'on a trouvé un corps. Est-ce que ça vous convient ? Je vais l'acheter. Super, merci en tout cas Patrice Guirao pour cette rencontre autour de votre polar, Les Disparus de Pucatapu. Voilà, alors je l'ai répété suffisamment de fois pour que vous autres spectateurs et vous autres dans la salle soyez capables de le trouver en librairie. Il est en librairie aux éditions Pocket et on recommande donc à tout le monde d'accepter cette invitation à aller en Polynésie française et à découvrir Patrice Guirao. Voilà, alors je signale que Bipolar fait un charter pour la Polynésie. Il faut s'inscrire immédiatement sur le Facebook et les 150 premiers inscrits pourront partir grâce à Bipolar. Voilà, justement, retrouvez-nous sur Facebook pour d'autres lives, pour d'autres replays, pour cette vidéo en replay si vous avez manqué le début, et également sur Instagram, Twitter, YouTube, où on prendra aussi les inscriptions pour le charter. Ah voilà, vous avez bien raison, je savais qu'il y avait un truc. Merci. Merci à vous. Vous m'avez mis dans la panade. Heureusement que j'ai beaucoup aimé votre livre, sinon j'aurais été embêtée. Oui, mais... Ouais, c'est bien. Mais moi j'avais révisé, je l'avais dit devant mon miroir. Pucatapu. Eh ben moi même pas, je suis